Bonjour à toutes et à tous. Je remercie tout d'abord les participants à notre table ronde intitulée « Quel regard sur nos territoires ?» Bonjour à toutes et à tous. Peut-être avant de commencer cette table ronde qui a pour but d'introduire finalement le débat autour de la territorialisation, débat qui va ensuite mener aux ateliers tout à l'heure. Je vais laisser Simon lire une lettre écrite par une aidante qui n'a pas pu venir. Je te laisse, Simon. Alors effectivement, avant de construire cette table ronde, on a cherché et on a contacté beaucoup de proches aidants et aidantes. Et ça a été effectivement assez compliqué. Et une maman, Florence, qui accompagne son enfant, qui est autiste, nous a répondu par une lettre pour nous dire qu'elle ne pouvait pas participer à notre table ronde. Je vous remercie pour votre proposition que j'aurais acceptée avec plaisir. Mais malheureusement, je ne pourrai me joindre à vous. Laisser mon fils handicapé de 20 ans, autiste, avec déficience intellectuelle, qui a besoin de soutien H24, 2 jours de suite, est impossible. Partout, les listes d'attente qui s'allongent, le manque criant de places et des lieux spécialisés adultes, et surtout leur non-création programmée. Notre département, la Loire-Atlantique, est saturé comme beaucoup d'autres en France. Délai annoncé à 10 ou 15 ans au mieux dans les foyers médicalisés. Je pense que les lieux de répit, d'accueil temporaire, ponctuels hors du domicile sont nécessaires à développer dans cette situation. L'agglomération nantaise est peut-être mieux pourvue en termes de diversité de propositions, mais les besoins explosent dans le contexte que je vous ai décrit avec un département qui reçoit en outre environ 20 000 nouveaux habitants chaque année. Heureusement, des choses existent pour être accompagnées et écoutées. C'est déjà beaucoup, même si cela ne résout pas tout. Merci beaucoup, Simon. Ça nous semblait quand même extrêmement important de donner la voix à ceux aussi qui ne peuvent pas venir. Je profite de cette lettre qui parle quand même aussi des solutions de répit pour vous donner la parole, Louis et Élodie. Alors, du coup, la question, qu'est-ce qui vous a poussé à développer les bobos à la ferme et si depuis sa création, vous aviez constaté des évolutions? Merci. Je ne sais pas si ça fonctionne. Si ça fonctionne, c'est parfait. Les bobos à la ferme, c'est un lieu de répit à la Madeleine sous Montreuil, donc c'est à 2 heures d'ici. On y développe des séjours de vacances adaptés pour tous les aidants. Et on a aussi des services dédiés aux parents d'enfants en situation de handicap, puisque nous sommes, en tout cas nous étions, nous le serons toujours, parents d'une petite fille qui s'appelait Andrea, et qui a été le moteur en fait de cette ferme. S'il y a un moment donné, il y a eu une fondation, c'était cette petite fille qui est née en 2015. Et en 2016, on nous a annoncé qu'elle allait avoir un polyhandicap assez sévère. Et de fait, comme beaucoup de parents d'enfants en situation de handicap, et je pense à cette maman dont vous avez lu la lettre, il a fallu s'adapter, en tout cas prendre le rôle et finalement faire le deuil de tout ce qui faisait notre identité, notre travail, notre famille, nos activités sociales, et finalement retrouver un sens. Et c'est en créant cette ferme, ce projet, ces bobos à la ferme, qu'on a pu retrouver un certain sens à cette vie un peu particulière. Et de fait, ce projet, il est né d'une envie de survie. On parlait de strapontin. L'objectif, c'était de ne plus être au fond de la classe en étant parent d'enfants handicapés, d'avoir perdu tout ce qui constituait notre vie. C'était de se dire, tiens, en devenant parent aidant, on peut aussi participer à trouver des solutions qui vont améliorer demain la condition de notre propre communauté. Et c'est avec cette énergie-là qu'on a décidé de rénover une ferme et d'y faire un lieu de répit en milieu ordinaire, porté par des aidants pour des aidants. Ce projet, c'est aussi un projet de révolte pour la dignité. On en parlait tout à l'heure. Effectivement, on conscientise très rapidement quand on devient parent d'un enfant handicapé que la dignité, c'est quelque chose de stratosphérique, puisqu'on est en tout cas au banc de la société. Beaucoup de parents disent qu'on est dans un monde parallèle, et effectivement, on est dans un monde parallèle. Et la citoyenneté est très loin. Donc c'était aussi une façon de montrer
à d'autres parents, mais aussi à la société, que lorsque on a dû quitter son emploi, quitter tout ce qui faisait notre substance, j'allais dire, on était quand même en mesure de créer autre chose, de transformer ce drame en quelque chose de positif et finalement en de la dignité, en de la cohésion sociale et en du lien, moi j'allais dire. Je m'occupe de la deuxième partie, du coup, qu'est-ce qui a évolué depuis. On a ouvert le premier gîte en 2019, en juillet 2019. Aujourd'hui, on a 4 gîtes qui sont labellisés tourisme et handicap et classés 3 étoiles. On a une salle Snozelen, une salle handi balnéo, une salle polyvalente, et on ouvre au mois d'octobre une maison des parents aidants. Et donc je pense que d'un seul gîte de répit, le lieu est devenu un lieu de vie, de famille qui se côtoient, qui créent ensemble des souvenirs de vacances, mais aussi des souvenirs quotidiens de vie. On est, alors qu'au début, on créait le lieu pour les parents d'enfants de 0 à 6 ans, puisqu'on était dans cette tranche de parents, et on trouvait qu'il n'y avait rien. Finalement, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose pour les autres non plus. Aujourd'hui, on est ouvert à tout aidant. On a une inconditionnalité d'accueil. Et l'histoire des bobos à la ferme fait qu'aujourd'hui, en 2024, donc avec 160 séjours adaptés, 550 personnes bénéficiaires et 1200 heures de relayage, on accueille de plus en plus de situations complexes, et d'ailleurs des personnes qui sont refusées de certains établissements et services médico-sociaux, alors qu'on est un milieu ordinaire et qu'on travaille sans agrément et sans financement public pérenne. On parlait d'aidance et de ruralité. Un des objectifs de cette année, c'est d'accueillir de plus en plus de séjours de proximité du Pas-de-Calais, donc 30 sur 160, et l'objectif est atteint. On en est à 28, donc je pense que ça sera rapidement atteint. Il y a une évolution des financements, et donc là, je regarde aussi les caisses de retraite, sans lesquelles on n'aurait jamais pu faire autant de séjours de répit. Et en 2019, malheureusement, le dossier était complètement dingue. On demandait des comptes certifiés, les familles refusaient de faire ce dossier, qui demandait la copie des prêts, enfin même pour un week-end. C'était complètement fou. On parle quand même d'équité sociale, de justice sociale, de partir en vacances sans avoir à montrer ses comptes certifiés. Aujourd'hui, il y a des demandes réactives, et la plupart des salariés du privé y ont accès. Depuis hier, c'est officiel, on mène une expérimentation avec la MDPH du Pas-de-Calais et le département du Pas-de-Calais pour que dès qu'il y a un plan PCH en cours, finalement, il n'y ait pas un nouveau dossier à redéposer pour bénéficier de l'élément 4 aide exceptionnelle. Et ça, c'est une petite association de la Madeleine-sous-Montreuil, comme la nôtre, qui a réussi à en faire bénéficier à tous les établissements médico-sociaux du Pas-de-Calais. Et il y a aussi une évolution sur le modèle du relayage. On travaille avec Bulder et on expérimente énormément de manières de travailler pour accompagner au mieux, suppléer au mieux les aidants et les personnes accompagnées. C'est loin d'être une évidence en milieu ordinaire, et on a pu le faire aussi grâce à Bulder, qui nous a donné une dérogation dès 2019 pour pouvoir proposer du répit hors domicile mais dans les gîtes. Il y a une émergence de nouveaux besoins, et donc c'est pour ça qu'on crée la maison des parents aidants qui est labellisée lieu ressources parentalité et handicap par la CAF du Pas-de-Calais. Et donc il y a 30% de familles qui reviennent quand même. Voilà, je pense qu'on a besoin de repères. Il y a une évolution de la demande des établissements et services médico-sociaux, parce qu'on est dans une crise des métiers de l'humain. Et donc on accueille des séjours de rupture, mais ils nous demandent à présent des relayeuses, parce qu'ils n'ont plus suffisamment de professionnels pour accompagner les personnes en séjour. C'est la première fois cette année que ça apparaît. Il y a un développement de notre expertise aussi, puisque on développe des séjours thématiques. On est très fiers d'avoir développé en collaboration avec Jade les colonies des jeunes aidants à Pâques et Toussaint 2023 et Pâques et Toussaint cette année. Il y a une fragilité des financements, mais en tout cas, il y a un vrai succès sur les familles. Et là,
Et c'est aussi lié à notre histoire. On développe des séjours soins palliatifs et fin de vie parce que tout le monde n'est pas à l'aise pour accueillir des familles avec des enfants, des jeunes adultes ou des adultes en fin de vie. Et donc, on met en place des partenariats avec des CHU et des médecins pour pouvoir accueillir ces familles avec 0 administratif et 0 reste à charge, puisque le premier épi est administratif, ne l'oublions pas. Alors, je termine juste là-dessus. Cette intuition, elle est devenue réalité. On a même eu la visite de la ministre, Madame Fadila Khattabi, le 13 mai. Mais malgré tout, on est au sein d'une société avec une stratégie à agir avec les aidants, dans une logique de désinstitutionnalisation. On parle d'inclusion, on parle d'innovation sociale, très limitée, je te rejoins, Gwenaëlle. Mais malgré tout ça, nous, on est en milieu ordinaire et on a ce problème de financement et de pérennité, alors que c'est un modèle qui est plébiscité par les familles et qu'on est complet. On est complet à l'été depuis février. Donc, je pense qu'il faut effectivement continuer à s'indigner et continuer à se révolter. Je vous remercie infiniment, Louis et Elodie, de votre présence, de votre témoignage. Et je tiens juste à dire que moi, dans les entretiens que je mène auprès de proches aidants et notamment de parents d'enfants en situation de handicap, Bobo à la ferme, ça revient très régulièrement. Et mine de rien, c'est le seul lieu de beaucoup de répit pour beaucoup. Donc, voilà, je tenais à vous le dire. Je rebondis aussi sur les solutions de répit. En 2015, du coup, si je ne dis pas de bêtises, vous avez créé les Bobos à la ferme, c'est ça ? Oui, c'est ça. Enfin, Okay. En 2015, Andrea est né, on a créé à partir de 2016. D'accord, ok. Et donc, depuis, il y a quand même le développement de dispositifs comme les plateformes de répit. Et donc, aujourd'hui, les plateformes de répit, il y a un enjeu autour de leur fédération. Et donc là, je vais donner la parole à Nathalie Keber, présidente de la Fédération des plateformes de répit. Nathalie, est-ce que vous pouvez nous expliquer la plus-value et les enjeux de fédérer les plateformes de répit aujourd'hui en France, s'il vous plaît ? Oui, alors bonjour à tous. Je vais déjà vous parler un petit peu d'histoire et il y a Rachel qui est là, je suis contente parce qu'à deux, on a ouvert en 2012 la plateforme d'accompagnement et de répit des aidants familiaux de la métropole lilloise sur une plateforme pour un bassin de vie d'1 100 000 habitants. Et on s'est regardé avec Rachel, on dit « Ouf, allez, courage !» Comment on va décliner cette offre ? C'est des structures qui émanent du plan Alzheimer, financées par l'ARS, qui recrutent des infirmières, des psychologues, des assistantes de soins en gérontologie. Et il a fallu faire une offre. On a décliné une offre, on s'est développé petit à petit sur le territoire. On a la chance d'être dans les Hauts-de-France, une région pro-plateforme de répit pour notre ARS, qui en a développé d'abord 4, 8, 17, 24 aujourd'hui, dédiés aux aidants des personnes âgées, puis en 2021, des aidants de personnes en situation de handicap. Très bien. Mais on s'est affublés tous de petits noms différents. Alors nous, on s'appelle Maison des aidants à Lille. Si vous allez à Béthune, ça sera le relais des aidants. Si vous allez à Arras, ça sera accueil et relais. Si bien que pour un aidant, on s'est dit, mais c'est impossible de nous trouver. On a fait une sacrée boulette. Et en fait, la fédération elle est venue du fait qu'on s'est dit mais il faut rendre visibles et accessibles nos structures qui sont entièrement dédiées aux aidants et que personne ne trouve. Et c'est comme ça qu'on a commencé par faire un petit site internet qui a été repéré par Malakoff Humanis et sans eux, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et ce petit site internet, aujourd'hui, s'est considérablement développé puisqu'aujourd'hui, il s'appelle soutenirlesaidants.fr. Il a en son sein un annuaire de toutes les plateformes de répit de France. En notant sa commune d'habitation, on trouve la plateforme de répit avec des humains pour répondre et pour être guidés dans une jungle médico-sociale, une jungle d'offres sur les territoires. Donc on a non seulement accès aux coordonnées, mais aussi à l'offre de services. On peut s'inscrire en ligne et on a accès à des MOOC sur certaines pathologies.
Donc le premier enjeu de la fédération, c'était ça, c'était donner de la visibilité à l'offre de services des plateformes de répit pour que les aidants partout en France puissent nous trouver. Et c'est pas si simple si on parle d'inégalité, parce qu'effectivement, on est 47 plateformes dans les Hauts-de-France, et on a pris avec la fédération le bâton de pèlerin pour aller toquer à la porte de toutes les ARS, et on s'aperçoit qu'il y a des départements où il n'y en a pas, où il y en a une, où c'est très compliqué de parler des plateformes de répit dans sa généralité, d'autant que nous, on a très envie, parce qu'on voit que le modèle fonctionne. On a éprouvé, essoré, amélioré, et encore, on a encore la possibilité, bien sûr, de l'améliorer, un dispositif qui fait le job et qui est potentiellement le fil rouge pour les aidants, auquel tous les aidants peuvent venir se raccrocher pour être guidés en fonction de leurs besoins. Alors j'aime à dire toujours qu'on n'est pas la seule structure à faire de l'aide aux aidants, bien au contraire. Mais l'idée, c'est bien de centraliser à un moment des offres de répit, de soutien psychologique, d'information, de formation ou de lien social. C'est de permettre à un endroit d'avoir les réponses ou bien en interne ou sur le territoire. Et je pense que ça, c'est un véritable enjeu de la fédération. C'est donner de la lisibilité aux offres qui existent. La fédération a aussi, grâce aux cotisations de ses adhérents, et aujourd'hui on a 78 adhérents, on est une jeune fédération, sur à peu près 300 plateformes de répit qui existent en France, et les cotisations ont permis de recruter 2 chargés de mission qui sont dans la salle, Camille et Sophie, et qui du coup font un travail exceptionnel puisqu'on arrive à avoir de nouveaux objectifs en termes de communication. On a un réseau LinkedIn, cette page de soutenir ce site est plus qu'animée. On organise un congrès annuel. Je vous donne rendez-vous le 15 octobre à Arras, si ça vous dit. Et on va aussi avoir un deuxième axe autour de l'accompagnement des professionnels. Parce qu'on voit bien que dans toutes les plateformes, on ne travaille pas de la même manière. Et on va mettre une boîte à outils pour les plateformes pour pouvoir évaluer les besoins, travailler le pré-relais à domicile. On a travaillé un logiciel métier qui nous donne aujourd'hui des données sur la typologie des aidants qui sont accompagnés et la nature de leurs besoins. Alors, j'attends toujours un financeur pour pouvoir colliger ces données qui nous donneraient une vision à l'échelle d'une ville, d'un département, d'une région ou nationale de ce qu'on pourrait en tirer, parce que sur notre région Hauts-de-France, les 47 plateformes ont le même logiciel métier, donc voilà. Et puis, donc ça, c'est le deuxième axe. On va faire aussi des projets pour les aidants eux-mêmes. On a pu organiser... On répond à des appels à projets qui ont permis de financer du relayage supplémentaire, qui ont permis de financer des séances de socio-esthétique et bien d'autres choses encore, et des formations. Et quatrième axe, ça sera le militantisme. Alors, vous avez beaucoup d'avance sur nous. J'ai beaucoup apprécié votre plaidoyer, Gwenaëlle. Nous, on en est encore à la construction de notre fédération. Et je suis ravie d'avoir été invitée parce que je sais que des liens sont en train de se créer avec l'AFA. Et je pense qu'on a beaucoup à s'enrichir l'un de l'autre. On a aussi beaucoup de... voilà. Donc, au minimum 4 axes, 4 axes de projets au niveau de la fédération. L'enjeu, c'est quoi ? Demain, c'est de structurer l'aide aux aidants en France. C'est que quand on est aidant, on puisse accéder facilement à l'information, aux formations, à toutes les réponses à ces questions. Et qu'on soit à la maison, derrière un ordinateur, mais aussi physiquement, avec des professionnels, avec des humains qui sont là pour écouter et accompagner. Voilà, c'est ça l'enjeu. Je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Pour faire la transition du coup avec Marina, Nathalie, vous parlez de jungle médico-sociale,
jungle d'offres sur les territoires, d'un enjeu autour de la centralisation, de la lisibilité. Louis et Elodie, vous parlez du répit administratif. Marina, en tant qu'aidante, mais aussi journaliste et autrice des aidants pour les nuls, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur les difficultés finalement que ça peut amener, toutes ces offres, la multiplicité de ces offres qui sont différentes et qui fonctionnent différemment sur les territoires? Donc moi je serais contente d'être là, merci pour l'invitation. Je témoigne aussi par le fait que je suis aussi aidante de mes parents qui sont sourds tous les deux. Donc j'ai 40 ans de pratique de l'aidance. J'ai commencé à 6 ans, j'en ai 47. Donc, c'est un sujet qui, moi, me tient à cœur. J'ai compris que j'étais aussi aidante par ma rencontre avec Gwenaëlle Tual. Je vais faire un tour de France de ce qu'être l'aidance, en fait, un tour d'horizon. Et les autres, en témoignant de leur vécu, que j'ai compris que j'en étais une, il y a seulement 11 ans. Et à partir de là, voilà, j'ai vu qu'il y avait aussi un besoin d'informer. Là où j'ai vraiment un rôle important, c'est qu'il y a une méconnaissance de ce qui existe, en fait. Il y a énormément de choses. Ça se passe au niveau local, au niveau départemental et au niveau communal. La difficulté, c'est que comment avoir accès aussi à ces informations. Et généralement, les personnes ne savent pas qu'elles ont droit à ces dispositifs, à ces formations aussi. Et elles-mêmes ne se reconnaissent pas comme aidants. Il y a aussi cette prise il faut avoir le temps et en plus savoir se dire que peut-être que je le suis, mais je ne me considère pas comme tel parce que je ne suis pas informée, parce que c'est normal d'accompagner mon proche. Donc il y a tout ça qui est aussi à prendre en considération. Et on parlait de jungle d'informations. Il y en a pléthore. Chaque département, chaque commune a ses propres dispositifs. C'est pas les mêmes. Les pratiques ne sont pas les mêmes d'un territoire à l'autre, alors que la réponse est avant tout locale. Donc on s'y perd. Et l'aidant lui-même aussi. Donc comment alors on va bricoler, on va essayer de faire au mieux, mais je ne sais pas moi si j'y ai droit. Et surtout, on va faire rentrer les aidants dans des cases. Pour y avoir accès, il faut avoir aussi peut-être une notification MDPH à 80%. Il faut pouvoir peut-être avoir aussi, pour avoir le droit à la part, il faut aussi rentrer dans des cases. Il faut toujours entrer dans des cases. Et généralement, il y a des situations d'aidants qui ne rentrent pas dans des cases. Donc là, on ne peut pas avoir accès à ces dispositifs. C'est l'une des difficultés aussi. C'est aussi le fait qu'il y a un cloisonnement selon le type d'aidance. Soit on est en situation de handicap, soit on est une personne malade, on est âgé ou handicapé. J'ai dit handicapé, mais je perds un peu mes mots, mais lié au grand âge. Et on peut être en même temps en situation de handicap, âgé et malade. Et ça, c'est voilà, on veut cloisonner à chaque fois, donc on perd les gens aussi. Au lieu aussi de pouvoir les informer, on va essayer de faire entrer. Donc les gens, ils sont perdus, ils ne veulent pas, en fait, c'est trop chronophage. L'aspect administratif prend énormément de place dans la relation d'aide aussi. Et ça, ça n'aide pas non plus. Donc c'est quelque chose qui... J'ai 4 mots en fait que je retiens, c'est équité sociale, égalité de la considération de l'aidance, c'est la dignité, parce que quand on se rend compte, voilà, qu'on veut nous dire qu'on est des aidants, mais on est bien plus que ça aussi. Et si je rentre pas dans des cases, est-ce que je suis quand même aidant? C'est aussi de lisser les pratiques, flécher l'accompagnement. On parle des aidants en général, mais chacun est particulier. Est-ce qu'on prend en compte cette singularité-là? Est-ce qu'on peut partager des pratiques en réseau pour se partager, par exemple, pour les plateformes de répit? Est-ce qu'on a exactement les mêmes pratiques pour chaque territoire? Non. Est-ce qu'il faut entrer le fait d'être en situation, par exemple, pour les personnes handicapées,
pour les maladies neurodégénératives. Mais si je ne suis pas dans ces cases-là, est-ce que je peux bénéficier de cet accompagnement-là par ces plateformes? Donc il y a une disparité d'informations méconnues, un excès d'informations. On veut faire rentrer les gens dans des cases. Il y a aussi le fait l'électronisme aussi. Il y a des zones blanches où on ne peut pas avoir accès aussi pour constituer... il y a une sorte de fracture numérique aussi. Et du coup, on ne peut pas avoir accès aux dossiers, on ne peut pas les remplir. Par exemple, moi, mes parents, ils ont toujours besoin de mon aide pour remplir les dossiers, etc. Donc là, il y a la difficulté aussi. Je vous remercie, Marina. Du coup, effectivement, là, on parle qu'il y a de plus en plus de dispositifs sur les territoires, il y a de plus en plus de choses. Ça vient rajouter la confusion, mais il y a quand même des choses qui se mettent en place. Là, pour l'instant, on parle surtout de la métropole, mais du coup, je me tourne vers vous, Madame Mtrenguini, par rapport, parce que vous avez fait le déplacement jusqu'à Mayotte, et merci encore à toute votre équipe. Du coup, moi, la question que je me pose, c'est finalement, je vais vous la poser. Pourriez-vous nous partager votre expérience sur les inconvénients et ou les avantages au fait de mener des actions pour les aidants au sein d'une collectivité d'outre-mer et particulièrement Mayotte? Du coup, je vous remercie. Merci. Bonsoir à tout le monde. Clin d'œil à ma présidente, Madame Hassanati, qui est la présidente des aidants familiaux à Mayotte. Et je corrige un peu, je ne suis plus chef de service à PAPCH. Je suis chargée de mission auprès du DGA Solidarité et Santé pour l'accompagnement justement des associations qui interviennent dans le médico-social en général, que ce soit l'handicap, personnes âgées, précarité, tous ces besoins que le département a constaté que des militants très motivés étaient engagés, mais il n'y avait pas une visibilité. Donc ce poste a été créé pour pouvoir créer une plateforme de suivi et pouvoir pérenniser les actions et surtout professionnaliser. Ça fait plaisir de voir des fédérations, des associations, des prestataires qui fédèrent, qui forment, qui donnent des professionnels pour les usagers. Nous tous, on est dans le besoin. Nous tous. On n'est jamais quelque part par hasard. C'est l'histoire qui fait qu'aujourd'hui, on se trouve autour de cette assemblée. Revenons les difficultés des dom-toms, surtout de Mayotte, là où on vient. Les dom-toms sont là, sont reconnus au niveau de tous les départements. Mayotte est le dernier entré, en 2011, 101e département. Mais depuis ces années que Mayotte s'est battue pour devenir département, c'est pouvoir intégrer, c'est pouvoir ancrer, c'est pouvoir vivre dans le droit commun. Qui dit rentrer dans le droit commun, accessibilité aux moyens. Et on ne peut pas accéder aux moyens si on ne respecte pas tout ce qui est législatif, tout ce qui est réglementaire. Donc, nous faire comprendre pour dire qu'il est temps qu'on applique à Mayotte tout ce que les autres qui vivent dans les départements ont droit. Maintenant, si on arrive à avoir cette étape au niveau de l'accompagnement de ces associations, au niveau de l'accompagnement, être tout près de l'usager, car au niveau du département, au niveau de l'association des aidants, c'est aussi un travail de partenariat avec les CCAS pour pouvoir être auprès de l'usager qui est dans le besoin et de la famille. Donc, c'est le travail d'information de l'existant, le travail de faciliter les conditions d'accessibilité, parce qu'à Mayotte, il n'y a pas encore d'établissement pour pouvoir accueillir, mais c'est l'évidence de dire que je suis dans une famille, j'ai le devoir d'accompagner, que ce soit mon père, ou ma mère, ou ma grand-mère, ou mon mari, ou mon enfant, qui est dans le besoin, mais cette reconnaissance de cette mission de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est vraiment un travail à dire que, franchement, ce bénévolat, c'est quelque chose, la dignité de la personne, que ce soit l'aider, que ce soit l'aidant. Donc,
aujourd'hui, après 7 ans d'existence de l'Association des aidants familiaux, cette année, cette adhésion au niveau de l'AFA, c'est un espoir. C'est un espoir de dire qu'au niveau national, nous pouvons tendre la main. Mayotte tend la main à tous ces ensembles de personnes très expérimentées, qui ont la volonté, qui ont ouvert le cœur pour dire toute personne existante, peu importe la situation, a le droit de vivre dignement. Nous avons besoin de nous avons besoin de vous, tous autour de cette assemblée, et ceux qui ne sont pas là, nous aurons besoin et nous avons besoin d'être aidés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre témoignage très important aussi. Je me tourne vers le café itinérant du Var. Tac, je me suis perdue. Oui, vous faites partie d'un café des aidants itinérants dans le Haut-Var. Et du coup, pourquoi un café itinérant finalement? À quel besoin répond l'itinérance du café que vous portez? Déjà, bonjour à tous. Donc moi, je suis psychologue, j'étais psychologue en EHPAD et j'animais des groupes de parole auprès des familles. Et en fait, en 2020, le confinement a accéléré la mise en place de notre café des aidants. Suite à de nombreuses discussions avec ma directrice d'établissement, Madame Simard, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, qui est directrice d'EHPAD d'Obs et de Salerne dans le Haut-Var. Voilà. Et on m'entend mieux peut-être là. Et donc, on a voulu mettre en place ce café des aidants. Et le Haut-Var est un territoire composé de petits villages et de hameaux, isolés quand même. On se situe à 40 km de villes et de moyennes villes. Très peu desservis aussi au niveau des transports communs, en zone blanche, désert médical donc. Et au niveau des chiffres de l'INSEE, on a à peu près 40% de la population qui est âgée de 60 ans et plus, et 50% de personnes retraitées. Donc en fait, c'est un peu pour toutes ces raisons que nous avons eu l'idée de mettre en place un café des aidants itinérant. Et lorsque nous avons inauguré notre café, donc le 23 juin 2021, on était d'abord parti avec 2 communes, puis une 3e commune nous a sollicité, puis une 4e. Pour l'instant, on s'arrête là. Mais effectivement, on se voit chaque mois faire le tour des villages du Haut-Var, avec en moyenne une dizaine, voire une quinzaine de participants selon les thématiques. Alors c'est vrai aussi que tout cela n'aurait pas pu se faire sans le soutien de nos partenaires, les CCAS, les CLIC, les mairies, les pharmacies, les médecins, nos collègues de travail des EHPAD qui ont largement diffusé l'information, mes 2 co-animatrices qui sont présentes aussi aujourd'hui. Et puis voilà, on a fait tout un travail vraiment de maillage territorial, vraiment de collaboration, et c'est grâce à tout ça que nos cafés fonctionnent aussi. Et là, je me tourne vers madame. Nous avons eu les crédits de l'ARS aussi grâce à ces cafés pour ouvrir le 1er juillet notre plateforme de répit des aidants du Haut-Var. Voilà, donc écoutez, nous sommes très fiers d'être là aujourd'hui avec mes 2 co-animatrices et puis de faire partie de l'Association française des aidants qui nous a soutenus aussi, sans laquelle tout ce travail n'aurait pas pu se faire. Donc bon anniversaire à l'association. Merci pour vos 2 éclairages qui permettent aussi d'avoir un petit zoom sur ce qui se passe dans certains territoires, et ça ne se passe pas forcément toujours de la même manière. Pour revenir sur la question de la territorialisation, ou du moins pour continuer, on a évoqué tout à l'heure le SPDA, qui finalement vise aussi à répondre aux enjeux qui viennent d'être cités jusqu'ici, donc les problèmes de lisibilité de l'offre, de coordination des parcours, et de suivi des bénéficiaires. Et du coup, je me tourne vers Madame Hawk.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous y travaillez et quels sont les points de vigilance, étant donné que le département des Hauts-de-Seine est un département qui expérimente le SPDA? Oui, bonsoir à tous. Donc effectivement, j'ai la lourde tâche d'avoir un discours un petit peu plus institutionnel, ce qui n'était pas trop le cas jusqu'à présent. Vous avez utilisé les uns les autres dans vos interventions des termes quand même très forts. Dignité, citoyenneté, combat, jungle, etc. Et on se dit, ce SPDA, donc on est 18 départements à l'expérimenter cette année, dont le département du Nord dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc on se dit, qu'est-ce que c'est? C'est encore un truc en plus, une couche supplémentaire, encore de la technocratie, enfin... Donc, je voulais juste vous dire qu'on espère bien que ça ne sera pas ça. En tout cas, quand on l'expérimente, on veut surtout que ça ne soit pas ça. C'est vraiment ni une nouvelle structure, ni un nouvel outil, ni un nouvel acteur qui viendrait s'ajouter à la multitude de ceux que vous avez cités tout à l'heure. C'est pas non plus, on n'est pas dupe, hein, c'est pas non plus une solution magique, il n'y en a pas, mais c'est vraiment une démarche de concertation et de co-construction à l'échelle d'un territoire. Et donc l'objectif, il est de répondre à tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, c'est-à-dire pour les usagers de simplifier leur quotidien et de garantir un accompagnement continu, coordonné et équitable sur le territoire. Pour les aidants, vous l'avez dit, d'offrir du répit. Et le premier répit, c'est effectivement du répit administratif dans le millefeuille institutionnel dans lequel on se trouve. C'est aussi de faire en sorte qu'on puisse alléger la charge mentale des aidants. C'est aussi pour les acteurs de l'autonomie de décloisonner et de favoriser l'interconnaissance, parce que on le constate tous les jours, il y a beaucoup d'acteurs, il se fait beaucoup de choses sur le territoire français, en métropole comme dans les DOM, mais malheureusement, on a souvent des difficultés de partage et de communication entre acteurs qui font qu'on a de la déperdition. Qu'on a une perte d'efficacité, une perte d'efficience, alors que franchement, il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place, il y a beaucoup d'acteurs volontaires pour agir dans le bon sens, mais il y a encore un long chemin à faire. Alors comment on y travaille sur ce SPDA? Donc on est préfigurateur pendant l'année 2024 pour une généralisation au 1er janvier 2025. Donc c'est un temps très court pour pouvoir produire quelque chose. L'objectif étant de produire un cahier des charges national qui s'appliquera à tout le monde à partir de l'année prochaine. Donc c'est plutôt ambitieux. On a nous on s'applique les principes et je pense que c'est dans tous les départements préfigurateurs c'est le cas qui prévalent au SPDA, c'est-à-dire la concertation et la coordination. Donc indépendamment des acteurs, des partenaires institutionnels qui sont autour de la table. On a eu la chance, dans le département des Hauts-de-Seine, d'avoir l'engagement de 25 communes sur les 36 du département qui ont bien voulu s'engager dans le consortium et dans la réflexion. Donc on était plutôt contents parce que c'est un gage à la fois de prendre en compte les préoccupations des territoires et des usagers, et c'est aussi un gage que des propositions d'action concrètes et opérationnelles soient mises en place. Donc ça, c'est plutôt... on est satisfait. Après, comme je vous le disais, on a des délais très courts. Donc là, il y a 4 missions dans le SPDA. Une mission sur l'accueil, information, orientation, une sur l'instruction des droits, une autre sur l'appui aux solutions concrètes, et puis la dernière sur la prévention et l'aller vers. Et sur ces 4 missions, on a simplement 2 ateliers pour chacune des missions à organiser d'ici fin juin pour pouvoir à la fois écouter les partenaires. Donc il y a énormément de participants dans ces réunions, enfin énormément, c'est limité, mais on a au moins entre 20 et 25 personnes qui participent à ces ateliers d'une demi-journée.
On passe toujours, et c'est normal quand on organise des groupes de travail, beaucoup de temps à partir du constat, du diagnostic qu'on partage tous, mais on a quand même besoin d'en parler et de se redire, même si on le sait que ça ne va pas, et de dire ce qui ne va pas pour pouvoir essayer d'améliorer les choses. On a 20 communes là, sur les 25 qui ont participé de façon active avec les CCAS, avec les CLIC, avec les DAC, etc., à ces ateliers, ce qui représente 63% du territoire. Donc on est plutôt là aussi satisfait, puisque ça représente, c'est une bonne représentativité du territoire. Comment on fonctionne aussi en accordant une vraie place aux personnes qui sont concernées au travers du Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, donc qui participent à chacun de ces ateliers. Et tout ça va être mis en commun dans le cadre d'un séminaire national le 28 juin prochain à Bordeaux, entre les 18 territoires préfigurateurs, où justement on échangera sur nos bonnes pratiques et j'espère qu'on verra émerger des solutions concrètes. Alors la deuxième partie de la question, c'était quels sont les points de vigilance. Je vais y répondre rapidement. Moi j'en vois 5. D'abord, c'est le risque de ne pas parvenir à mettre en place des actions avec des résultats rapides. Il y a de fortes attentes et en même temps, on voit bien que c'est pas facile de simplifier les choses. Donc, on s'y attache. On espère avoir des quick wins à présenter, ne serait-ce que le 28 juin. Le deuxième point de vigilance, c'est la difficulté à mobiliser certains acteurs majeurs. Nous, sur les Hauts-de-Seine, je ne sais pas si c'est le cas dans les autres départements expérimentateurs, on n'arrive pas à mobiliser les France Services, par exemple, et on n'arrive pas non plus à mobiliser l'éducation nationale pour ce qui concerne les enfants en situation de handicap. Donc le risque, c'est ça, c'est que c'est une mise en œuvre qui repose sur la bonne volonté des acteurs et que si ça n'est pas le cas et si la communication est personne dépendante, eh bien, on va ramer pour y parvenir. Et bon. Donc nous aussi, on est un peu dans moins que les aidants, mais on est un peu dans la bataille et dans le combat là-dessus. Le troisième point de vigilance, mais je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, c'est le manque d'outils partagés. Effectivement, ça ne nous facilite pas la vie. Et puis la réglementation RGPD, encore moins. Le quatrième point de vigilance, ça serait d'avoir un cahier des charges national qui ne tienne pas compte de l'offre territoriale existante et qui soit un petit peu hors sol. Donc c'est notre rôle en tant que 18 territoires préfigurateurs sur les 101 départements de faire en sorte qu'à la fin, on ait la livraison d'un cahier des charges qui soit opérant et qui tienne compte des propositions de terrain. C'est notre responsabilité. Et puis le dernier point, il faudra adapter la gouvernance, puisque la loi Bien Vieillir crée une instance. Là, pour le coup, on est à nouveau dans l'institutionnel avec la conférence territoriale de l'autonomie qui sera chargée de coordonner l'action des membres du SPDA. Donc il faudra aussi que nous adaptions nos façons de travailler de ce fait. Donc moi, je vous propose qu'on se donne rendez-vous en 2025 pour voir si tout ça, ça marche. On espère. Merci Laurence pour ce témoignage-là. Étant donné que les ateliers qui vont suivre... étant donné que cette table ronde, le but, c'était aussi d'avoir des billes pour partir dans les ateliers qui vont suivre. Autour de la territorialisation, du coup, je vais conclure en donnant la parole à Antoine David. D'après vous, Antoine, qu'est-ce qui fait la force de votre réseau territorial chez Unicité dans les Hauts-de-France? Quel serait votre conseil pour la territorialisation de demain? Bienvenue à tous. Bonjour à tous. Du coup, Antoine David, effectivement, je suis responsable de l'antenne Unicité Dunkerque. Donc, effectivement, je suis un exemple de territorialisation parce que Unicité, c'est une association nationale
qui a des antennes partout en France, qui a été créé en 1994 avec une ambition forte, c'était de donner la possibilité à des jeunes de vivre une expérience de service civique sur un modèle qui existait dans d'autres pays. Donc la première territorialisation, ça a été de l'amener sur le territoire national et de faire grandir ce projet. Et donc du coup, voilà, le projet a grandi. Il y a eu un gros plaidoyer qui a été fait pour que le service civique existe. En 2010, Unicité a largement contribué à l'existence du service civique sous sa forme actuelle, mais de 1994 à 2010, il y a eu un travail d'implantation sur les territoires qui ont permis à des antennes d'exister, de couvrir l'ensemble du territoire. Donc voilà, et Dunkerque est arrivé à un moment donné. Donc on est présent aujourd'hui dans toutes les régions, dans tous les départements, dans toutes les grandes villes, aussi en milieux ruraux. Et l'objectif, effectivement, c'est de mobiliser des volontaires pour des missions utiles et impactantes sur les territoires. Et donc voilà, pourquoi est-ce que c'est important effectivement d'être présent localement? Je laisserai la parole après sur une mission commune, sur un projet qui s'appelle Solidarité aidant, à une volontaire qui est là, qui pourra vous dire un petit peu ce qu'elle fait. Mais moi, en tant que responsable d'antenne, qu'est-ce qui me paraît important en termes de territorialisation et d'être présent vraiment le plus localement possible, c'est de pouvoir vraiment être présent auprès des acteurs locaux, de pouvoir vraiment monter des projets qui sont hyper précis, qui répondent à des problématiques de territoire. Et parfois, une problématique sur une ville, c'est pas exactement la même problématique qu'on peut trouver sur une ville d'à côté. Donc c'est vraiment être au plus proche des besoins, et puis aussi d'être dans les synergies locales, de pouvoir y répondre et pouvoir faire des choses qui sont utiles et qui répondent à des choses qui sont locales. Comment est-ce que ça se passe, les projets à Unicité? On a des grandes causes qu'on défend: l'environnement, la santé, le numérique, l'aide aux aidants. C'est en général des grandes causes qui sont repérées par notre bureau national, et localement, du coup, on se dit tiens, il y a une problématique ici locale. Donc nous, en tant que responsable d'antenne, on est vraiment pilote, on essaye de se dire tiens, sur mon territoire, cette thématique-là, il n'y a pas forcément besoin pour telle ou telle raison. Par contre là, effectivement, le repérage qu'on fait, le fait qu'on soit présent avec les acteurs locaux, ça nous permet de dire effectivement tiens, là, il y a quelque chose qui se joue, il faut qu'on y aille. Voilà, donc un des projets qu'on mène, je ne sais pas si je réponds à la question de la territorialisation, mais en tout cas, moi, mon prisme, si je devais conclure là-dessus, c'est vraiment, moi, en tout cas, de sentir ce qui se passe localement, à l'échelle, on va dire, régionale, via mon bureau régional, à l'échelle départementale, et surtout à l'échelle locale. Et pourquoi est-ce que je disais ça? Je ne sais plus. J'allais laisser la parole, ce que j'allais dire, à une volontaire. Un des projets qu'on mène, c'est de répondre à la question du répit des aidants. Donc là, on mobilise des volontaires qui vont pouvoir accorder un moment de répit en accompagnant des personnes en situation de handicap ou des personnes dépendantes, accordant du coup ce moment de répit aux proches aidants. Et pour en parler, je vais m'arrêter là, je vais laisser la parole à une volontaire qui est juste là-bas, et qui du coup mène cette action depuis mi-octobre, et qui est basée sur l'antenne de Lille. Bonjour, je m'appelle Amina, je suis volontaire en service civique chez Unicité, et pour la mission Solidarité aidant. En fait, nous, notre but, c'est de passer du temps avec des personnes en situation de handicap. En général, on va aller à domicile. Donc du coup, on va passer du temps avec ces personnes-là, et ça va libérer du temps à leurs proches aidants. Donc ils vont pouvoir faire toutes les activités qu'ils souhaitent. Je me souviens que je rendais visite à un jeune homme atteint de trisomie 21, et je me souviens que j'avais pu discuter avec sa maman, et sa maman nous disait que ça la soulageait énormément. Et parce que ça lui donnait, elle était mère célibataire et elle s'occupait de son fils seule. Et il n'avait pas encore accès dans une structure particulière. Donc elle passait tout son temps avec lui. Et elle disait que ça lui libérait du temps pour faire toutes les démarches administratives qu'elle ne pouvait pas faire avec lui. Et il y a plein d'autres exemples. Moi, je suis sur quelques missions. On est toujours en binôme. Mes collègues ont d'autres visites. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Peut-être que... Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais on va prendre quand même un petit temps de questions. Donc, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle ? Oui, il y a une question ici. Pardon, rapidement, c'était plus... vous avez tous très bien exprimé
le fait que ce soit très indigeste, ce millefeuille de solutions, de propositions. Et donc, qu'est-ce que vous nous conseillez en tant qu'acteur local de l'aidance pour participer à la simplification du système sans justement, en voulant bien faire, rajouter une couche de millefeuille supplémentaire? Non, mais vous pouvez répondre. Vous pouvez participer au Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, par exemple, parce qu'ils sont présents des représentants des personnes âgées, des représentants des personnes handicapées, adultes, enfants. Et voilà, donc c'est vraiment une instance qui se réunit régulièrement, qui fait des propositions et qui est écoutée dans, j'espère, l'ensemble des départements français. En tout cas, voilà, je vous donne, moi, mon avis sur le plan du département. Mais il y a certainement d'autres solutions ou d'autres possibilités au niveau des communes, au niveau de, je ne sais pas, des associations. Parler. Moi, je vais reparler des plateformes de répit, mais je pense vraiment qu'on ait des structures sur les territoires, et pour avoir entendu beaucoup d'ARS qui vont se développer, travailler en partenariat, confier votre offre de services pour qu'ils puissent communiquer pour vous. Sur notre site, on a une page actualité, on peut mettre en lumière tout ce qui est fait sur le territoire, on peut communiquer, on peut orienter très justement au plus près du domicile de l'aidant. Et parce qu'on a une connaissance fine, au plus on a une connaissance fine des acteurs du territoire et de leur offre de services, au plus on sait que ce qu'on va trouver sur le site sera riche et centralisé. Le tout, c'est d'organiser. Encore une fois, hein, c'est pas pour dire il n'y a que sur les plateformes de répit qu'on sait travailler, qu'on fait de la dose aidant. Pas du tout, pas du tout. Mais ce sont des structures avec des financements publics dédiés à l'accompagnement des aidants, dont personnellement, je pense que c'est le rôle d'orienter vers tous les acteurs du territoire qui font de l'aide aux aidants. Pour aider, parce que c'est très compliqué pour un aidant. Il en a assez, il est vraiment perdu, et tout le monde n'a pas besoin de tout connaître sur l'offre médico-sociale, mais au moins d'avoir la bonne information au bon moment par rapport aux besoins du moment, quoi, en tout cas. Ouais. Je ne sais pas quelle structure vous êtes, mais juste de faire du sur-mesure, en fait. Nous, en tant que parents, par exemple, on nous a dit un jour à l'hôpital, vous allez devoir faire un dossier MDPH pour rentrer en CAMS. En fait, on ne parle qu'avec des acronymes dans ce monde-là. On ne sait pas... les PFR, aujourd'hui, ça dépend des territoires, décloisonnent et vont vers, mais nous, c'est ce pour quoi on se bat, c'est de faire du sur-mesure. Moi, je suis maman. Je suis pas femme. J'accompagne pas mon conjoint Alzheimer. J'accompagne pas mon conjoint qui a la maladie de Charcot. Et de faire du sur-mesure. Nous, par exemple, chaque séjour est cousu main et sur-mesure. Tu ne peux pas faire en fait de l'accompagnement d'un parent, d'un enfant à qui on vient d'annoncer un diagnostic, comme on va faire de l'accompagnement d'un parent, d'un adolescent. Où on se demande en fait quelle va être sa solution. Encore une fois, moi, c'est ce que je reproche à un moment donné à cette multiplicité de dispositifs, c'est comment on va vers. Et nous, une des premières actions qu'on avait fait avec l'association, c'était de créer une toute petite plaquette et d'aller la distribuer dans les pharmacies, parce qu'on se disait, moi, par exemple, je suis allée nulle part en tant que parent. Et jamais une seule fois à l'hôpital, jamais un seul établissement médico-social m'a dit que j'étais aidante. On l'a entendu à la radio le jour de la Journée nationale des aidants, en octobre 2016, alors qu'on venait de passer quasiment toute l'année à l'hôpital. Et il n'y a personne, aucun professionnel, aucun médecin, personne qui nous a prononcé ce mot. Louis a pris sa casquette de juriste, il allait chercher ce que ça recouvrait le terme d'aidant, il a découvert le droit au répit, on a découvert qu'encore on nous proposait du répit dans des accueils temporaires. Et sur un dossier MDPH, on a trouvé que c'était ubuesque, et donc on a rajouté une brique séjour de répit au projet. Mais je vais dire,
aujourd'hui, encore une fois, quand on s'adresse aux aidants, par exemple, nous, on n'allait jamais chez le médecin parce qu'on ne s'occupe pas de soi quand on est aidant, peut-être encore moins en tant que parent, parce qu'il y a cette culpabilité. Et donc, on se disait, tiens, le seul lieu où on va, c'est la pharmacie, parce qu'on va chercher les médicaments pour notre enfant. Mais on n'avait pas le temps d'aller dans des associations, pas le temps de chercher ce qui se cachait derrière les acronymes. Et donc, d'aller dans des points les points où vont les aidants, une affiche dans une boulangerie, ça peut paraître un peu adolescent de mettre un truc dans une boulangerie, mais en même temps, tu vas acheter ton pain, tu vas à la pharmacie. Des trucs très simples. Parfois, je vois des dispositifs très compliqués et je me dis, et la salle d'attente du médecin, en fait, un truc très simple. Il n'y a pas une affiche, par exemple, à l'hôpital, à Robert Debré, en neurologie, il n'y a pas une affiche, on parle quand même de Robert Debré à Paris, qui te dit que tu es aidant, que potentiellement, en fait, tu peux partir en vacances. Des trucs très simples avant d'aller sortir des politiques. Effectivement, nous, les familles qu'on accueille, elles ne connaissent pas leurs droits. On accompagne chaque famille pour financer leur séjour. Il n'y en a pas une qui sait que, par exemple, leur caisse de retraite, l'Agirc Arrco, peut participer au financement des séjours. Et quand je dis ça derrière aux caisses de retraite, elle me dit « mais on communique tellement ». Ouais, mais en fait, nous, on est noyés sous l'info. Donc il y a vraiment deux mondes différents et moi je prône le sur-mesure. C'est peut-être là où il faut utiliser l'expertise des aidants pour aider d'autres aidants. Je pense que c'est peut-être les aidants eux-mêmes qui ont galéré, qui sont capables de décoder en fait tout ce truc-là, tous ces trucs-là. Parce que ça va durer, les millefeuilles, je pense que c'est pas demain que ça va s'éclaircir. Donc il va falloir s'y faire. Et s'il y a des outils à utiliser, c'est peut-être des aidants qui sont expérimentés, qu'il faut former pour aider d'autres aidants. Je pense que ce serait une bonne chose, quoi. Merci Louis, Élodie, Nathalie et Laurence pour les éléments de réponse. J'ai vu... Alors, il y avait une autre question. Alors, c'est pas une question, c'est un complément de ce que disaient Élodie et Louis notamment. Alors, moi, je suis intervenue tout à l'heure, je dirige l'association Autonomie Paris-Saint-Jacques, qui porte notamment un DAC, un dispositif d'appui à la coordination et d'autres dispositifs, mais aussi un dispositif qui s'appelle S'entraider, qui couvre toute la région Île-de-France. Donc on a démarré petit avec le centre de Paris, et puis au fil du temps, on a déployé ce dispositif. Ce dispositif, il se traduit par différents outils. Au départ, en fait, ce qui a guidé la création de cet outil, c'est justement d'améliorer la lisibilité de l'offre pour les aidants. Donc pour les aidants, pour les professionnels, aider les aidants, les professionnels à être outillés pour repérer, accompagner les aidants. Et puis, je sais plus. Et puis, donc former les aidants, pardon. Et donc, ça a démarré par une toute petite cartographie, en se disant que l'aidant, là où il habite, là où il travaille, en allant sur la cartographie, il pouvait trouver l'offre qui était autour de chez lui en fonction de ses besoins. Donc, on part des besoins de l'aidant, de ses souhaits, pour ensuite trouver l'offre autour de chez lui. On ne fait pas ça seul. L'idée, c'est aussi de se dire que, et je pense au département des Hauts-de-Seine avec qui on travaille vraiment main dans la main, et je vous remercie. L'idée, c'est de se dire que nous, on connaît très bien Paris-Centre, mais qu'on ne connaît pas du tout le département des Hauts-de-Seine. Donc, on ne va pas arriver en sachant sur les Hauts-de-Seine, mais plutôt de travailler avec l'ensemble des PFR, l'ensemble des DAC, l'ensemble des CLIC, et de ensemble, et les aidants, les représentants des aidants, et de co-construire des outils qui vont permettre aux aidants de mieux se repérer, d'éviter de taper à toutes les portes pour pouvoir trouver une aide aussi minime soit-elle. Et alors c'est un site maintenant internet qui s'appelle s'entraider.fr sur lequel il y a plein de choses, mais c'est aussi, on a parlé de la fracture numérique et de l'importance d'avoir quelque chose de papier, et c'est aussi une petite mallette, et là c'est vraiment à destination des professionnels, donc je vous entendais parler des pharmaciens, du boulanger, des médecins, etc. Donc c'est une mallette qu'on distribue actuellement à tous les lieux qui peuvent recevoir des aidants potentiellement. Et dans cette mallette, vous avez une affiche qui permet de communiquer sur le site S'entraider. Vous avez le flyer de la PFR, le flyer du DAC, donc les deux portes d'entrée qui sont sur les départements. Voilà, et en fait, c'est tout. Cette mallette, elle ne compte... Et un guide, pardon. Et le guide qui recense toute l'offre sur un département. Et donc, ce petit guide-là, il est vraiment mis à jour très souvent. Et l'offre qui est sur le site Internet, elle est référencée directement par les offreurs.
Et donc, elle est perpétuellement à jour. Et donc, maintenant, ce site, il est référencé, enfin, il va être référencé sur le site des Hauts-de-Seine. Et l'idée, c'est qu'après, évidemment, il n'y a pas 15 portes d'entrée. C'est qu'ensuite, nous, on renvoie vers un autre site et l'autre site renvoie vers nous. Voilà. Mais je voulais juste parler de la petite mallette S'entraider, qui est vraiment un outil pour les professionnels, l'épicier, enfin, c'est vrai, au plus près de la vie quotidienne, en fait, des aidants. Voilà. Nadia, je te donne l'autorisation de donner une question. C'était celle-ci que j'ai vue en premier. Après, il y a des représentantes derrière, si c'est pour Mayotte. Alors, enfin, je me permets de... Bonjour à tous. Moi, c'est Rwamba Yakuba. Je suis alternant chez Malacom Humanis. Voilà, et j'ai cru entendre pendant la discussion, pendant l'échange de Madame qui était tout à l'heure ici, qui parlait au fait des dispositifs à Mayotte. Et il me semble que, puisque c'est un département en fait, de la France et tout ça, mais je me demande comment est-ce possible que ce n'est pas les mêmes dispositifs et ni les mêmes conditions. Et si oui, quelles sont ces difficultés? Voilà. Après, peut-être, ouais. Bonjour à tous. Moi, je suis Madame Djamila Miki Dadi. Je suis la secrétaire générale donc, de l'Association départementale des aidants familiaux de Mayotte. Et pour répondre à la question de monsieur, oui, Mayotte, c'est un département français, comme ma collègue l'a expliqué. Malheureusement, comme elle l'a dit, on rencontre beaucoup de difficultés. Ça fait 7 ans aujourd'hui, vous m'entendez, que l'association est là, mais comme elle le disait, en fait, on a l'impression, et c'est une réalité parce que ce n'est pas seulement une impression, c'est qu'il y a beaucoup de... Quand on est là, par exemple, en vous écoutant, il existe beaucoup de choses. Malheureusement, chez nous, peut-être que ces choses-là, ils existent, mais premièrement, l'aidant ne les connaît peut-être pas. Nous, il y a certaines choses là qu'on découvre aussi, peut-être que nous-mêmes, on ne connaît pas. Après, il y a certaines choses qu'on sait qui existent, mais pour y accéder, c'est tout un problème. Les démarches sont très, très longues. Les aidants n'arrivent pas à accéder parce qu'au bout d'un moment, avec le problème d'accessibilité, avec toutes les démarches, comme un collègue le disait, qu'il faudrait peut-être avoir... ce répit administratif où il faut absolument que les démarches y soient le plus facile possible pour que ces aidants ils le fassent. Mayotte, c'est un petit territoire, mais qui est peu développé parce que, par exemple, pour pouvoir faire les démarches administratives, il faut aller dans la capitale. Pour aller à la capitale, il faut du temps. Et un aidant qui est dans le village loin, pour accéder à la capitale, c'est compliqué. Mayotte, c'est un territoire, par exemple, tout ce qui est, comment je dirais, outils informatiques, etc., nos aînés ne sont pas là-dedans. Donc, du coup, on parlait des CCAS tout à l'heure parce qu'on s'appuie beaucoup sur ces CCAS qui sont à proximité. Donc, nous, en tant qu'association des aidants, ce qu'on fait, c'est vraiment de soutenir ces aidants, c'est de les accompagner justement dans ce combat qui est difficile, qui est très long. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, seulement? Nous, on se déplace dans tout le département de Mayotte, mais on encourage aussi ces aidants à aller vers les CCAS et se faire épauler, se faire aider sur ces démarches. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais voilà, je vous remercie.